Nous sommes à Orléans, dans la région centre. Le samedi 13 septembre 2008, les pompiers interviennent suite à un appel d'urgence. À l'autre bout du fil, une jeune fille paniquée les supplie de venir au plus vite. Quand ils pénètrent dans cette maison cossue de la banlieue orléanaise, les pompiers découvrent une véritable scène d'horreur. Un drame d'une telle ampleur que la presse locale est très vite informée. On est alerté le samedi matin. Moi, je suis de permanence ce week-end-là à la rédaction de la République du Centre. Je vais sur place assez rapidement. Je me rends compte qu'un drame terrible a dû se dérouler au visage grave des enquêteurs qui sont sur place. Face aux pompiers, une jeune adolescente de 14 ans est en état de choc. Prostrée à même le sol, ses bras sont en sang, apparemment tailladés par une arme blanche. Près de la cheminée, ils aperçoivent une femme hystérique en larmes. On a très peu d'infos. C'est vraiment sur le lieu qu'on commence à comprendre petit à petit ce qui s'est passé et l'ampleur de cette tragédie. Toute cette scène de cauchemar baigne étrangement dans un épais halo de fumée. Les pompiers mettent ce détail sur le compte du mauvais fonctionnement de la cheminée. Car à cet instant, personne n'imagine le drame qui s'est réellement déroulé dans cette maison. J'aperçois toutes ces voitures, j'aperçois mon gendre qui était un petit peu plus loin, adossé à un mur, la tête penchée vers le sol. Donc j'attends sur place, là, en regardant tout ce spectacle, ne sachant rien. Aujourd'hui, je ne sais pas encore comment se sont déroulés la majeure partie des événements. Ce que j'ai appris, je l'ai appris par les journaux. À l'intérieur de la maison, les pompiers font une découverte macabre. À l'étage, ils trouvent les corps d'un garçon de 12 ans et d'une fillette de 10 ans. Tous les deux allongés dans leur lit, sans vie. Sur leur cou, des traces de strangulation. Face à cette terrible découverte, les enquêteurs se décident à annoncer la nouvelle à Marie-Madeleine, la grand-mère des enfants décédés. Et la situation est tellement horrible qu'ils ont du mal à trouver leurs mots. C'était délicat de m'annoncer les choses telles qu'elles étaient. Bon, je suis que mes petits-enfants étaient décédés, que l'aîné avait été blessé, et puis qu'il y avait eu de la fumée dans la maison. Dans un premier temps, on sait simplement donc ils se sont retrouvés dans leurs chambres respectives. On sait aussi très vite que c'est l'aîné donc qui a survécu, qui a alerté les pompiers. La jeune adolescente est évacuée vers l'hôpital le plus proche. Ses blessures sont graves, elle doit être opérée au plus vite. Quant à la femme qui se révèle être sa mère, ainsi que celle des 2 enfants morts, elle est immédiatement suspectée. Mais toujours choquée, elle est placée en détention dans un hôpital psychiatrique. Les corps des 2 plus jeunes enfants sont emmenés à l'Institut médico-légal. Leur autopsie pourrait permettre de savoir ce qu'il s'est réellement passé dans cette maison de l'horreur. Qui a bien pu tuer ces 2 jeunes enfants? Quelles sont les causes de cet atroce fait divers? Pour les enquêteurs, c'est l'incompréhension totale. Et les 2 seuls témoins de l'affaire sont dans l'incapacité de répondre à leurs questions. Policiers, journalistes vont mettre de longues heures avant de lever le voile sur cet incroyable mystère de la médecine. Immédiatement, les policiers commencent leur enquête. Et pour comprendre le déroulement du drame, ils tentent de reconstituer les dernières 24 heures. La veille au soir, Marie-Madeleine discute tranquillement avec sa fille. Je l'avais au téléphone tous les soirs. Je ne voulais pas prolonger les conversations. Elle me disait comment s'était passée la journée. La fin de la semaine était, soi-disant, organisée. Pour les enquêteurs, rien qui puisse laisser présager la tragédie qui va suivre. Pourtant, les résultats de l'autopsie des 2 petites victimes vont confirmer la violence de ce drame. Le médecin légiste vient de rendre son rapport au policier d'Orléans. Anthony Gauthier, journaliste au quotidien régional La République du Centre, se souvient. C'est l'autopsie qui est faite, évidemment, dans les jours qui suivent, pour ne pas dire dans les heures qui suivent, qui révèle que les 2 petits sont morts par strangulation. Plus de doute possible. Les enquêteurs ont affaire à un double homicide.
S'ils connaissent les victimes, en revanche, ils disposent de peu d'indices pour identifier le coupable. Seul suspect, la mère des enfants. Alors les policiers vont s'intéresser à sa personnalité. Celle que l'on va appeler Catherine est une assistante sociale de 46 ans. Mariée depuis plus de 20 ans, elle mène jusqu'ici une vie sans histoire. Professionnelle reconnue, elle est surtout une maman aimante et très attentionnée. Cette femme était une assistante sociale, j'allais dire bien considérée, équilibrée. Elle n'avait pas d'idées particulièrement délirantes, extravagantes, habituellement. On a une mère louée à l'unanimité par tous ceux qui la connaissent, ses proches, ses collègues, son ex-mari, pour ses qualités justement de bienveillance à l'égard des autres et des enfants en particulier. Donc ça paraît complètement paradoxal et tout à fait incompréhensible. Et quand elle revenait le soir, elle réservait toujours les heures avant le repas à ses enfants. Elle leur était totalement disponible. Elle avait une patience absolument incroyable. Selon son entourage, Catherine semble incapable de faire du mal à ses enfants. Pour percer ce mystère, les enquêteurs envisagent alors plusieurs hypothèses. Une première piste leur est donnée par les voisins de Catherine. C'était les voisins qui avaient remarqué ça, d'une voiture qui aurait été déplacée pendant la nuit. Une voiture inhabituelle dans ce quartier résidentiel. Il n'en faut pas plus pour imaginer un scénario catastrophe. La famille de Catherine aurait pu être victime d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais les experts de la police scientifique ne trouvent aucune empreinte suspecte dans la maison. Et aucune effraction n'est constatée sur les portes et les fenêtres. Il n'y a pas eu d'effraction. L'enquête exclut d'emblée toute piste criminelle extérieure à la famille. Les policiers explorent alors une deuxième piste. Dans la majorité des drames familiaux, l'entourage proche est immédiatement suspecté. Car le coupable se trouve souvent parmi les intimes des victimes. La première que vont interroger les enquêteurs, c'est la mère de Catherine, un médecin à la retraite. Je suis allée au commissariat, où là, j'ai été interviewée pendant, je ne sais plus combien de temps, mais 2 heures peut-être, 2 heures et demie, sur ce qui s'était passé. Très vite mise hors de cause, Marie-Madeleine met pourtant la puce à l'oreille des enquêteurs. Et leurs soupçons se portent sur une autre personne que connaissent bien les enfants, leur père. Il aurait étrangement tardé à se rendre sur les lieux du drame. Je ne sais pas pourquoi il avait attendu 1 heure avant d'y aller. Il m'a dit, j'ai appris ça il y a 1 heure, j'y pars. Les enquêteurs décident donc de l'interroger à son tour, mais son audition le met hors de cause. En revanche, les policiers font une découverte qui éclaire l'affaire d'un nouveau jour. Catherine et lui ne s'entendent plus. Le couple est en pleine rupture. Les difficultés conjugales ont progressé et finalement, ils ont été amenés à se séparer. Donc lui est allé habiter un appartement ailleurs, dans Orléans, et elle avait la charge des enfants et ils alternaient les week-ends. Le problème, c'est que Catherine ne supporte pas cette séparation. Elle sombre dans une grave dépression qui la conduit à être hospitalisée, à peine quelques mois avant le drame. Il s'est avéré au fur et à mesure que, au bout d'1 an, ma fille était complètement surmenée, épuisée, complètement fatiguée. Je lui ai conseillé, et mon gendre aussi, il faut aller voir un psychiatre. Donc elle est allée voir un psychiatre qui lui a donné déjà quelques psychotropes. Et comme ça ne s'arrangeait pas, nous avons pensé qu'il était important qu'elle aille en clinique. Donc nous avons demandé au psychiatre de l'hospitaliser. À sa sortie, le psychiatre conseille à Catherine de poursuivre son traitement et lui prescrit des antidépresseurs. Rapidement, la jeune femme se sent mieux et semble sortir de sa mauvaise passe. Elle a passé donc le mois de juin, de juillet si je ne me trompe, oui. Et ensuite se poser la question des vacances. Parce que traditionnellement, nous allons toujours en Bretagne les 15 derniers jours du mois d'août où tous les cousins se retrouvent, ce qui est très agréable. Et je lui ai demandé si elle viendrait avec nous. Elle m'a dit, écoute, je n'ai pas très envie, mais... Je lui ai dit, mais si, viens, ça va te faire du bien. Tu verras, ça va bien se passer. Donc elle a accepté, plus pour nous faire plaisir et être avec la famille que de son désir, parce qu'elle n'était pas bien encore. Elle est venue.
Et là-bas, ça a été extraordinaire parce que nous nous sommes arrangés pour qu'elle n'ait rien à faire, qu'elle dorme, elle a beaucoup dormi. Elle s'est reposée, elle était sans souci. Et elle avait rendez-vous le 29 août avec son psychiatre, donc elle est revenue un petit peu à l'avance. Elle l'a vu, il lui a dit « Comment allez-vous » Elle dit « Mais très bien ». Mais très vite, les angoisses de Catherine reviennent. À la veille de la rentrée scolaire, cette mère de famille se sent totalement dépassée. Cette femme séparée de son mari, qui avait 3 enfants. Je pense qu'elle voyait la rentrée scolaire avec un petit peu d'inquiétude. C'était la première fois que je crois qu'elle se trouvait seule avec ses 3 enfants. Elle n'avait pas pu faire des achats de vêtements. Elle n'avait pas ni les achats scolaires, puisqu'elle était en clinique. Elle avait toutes ses réunions, comme d'habitude, d'assistante sociale le soir. Au début, il y a beaucoup de réunions. Elle avait toutes ses réunions pour l'école de ses enfants dans les différentes écoles, dont l'établissement spécialisé où allait pour la première fois son fils. Donc il y avait des contacts avec l'école qui prenaient beaucoup de temps. L'organisation des taxis, etc. Elle a été littéralement affolée. Une femme dépassée par les événements. Mais cette crise de panique peut-elle expliquer que Catherine ait pu tuer ses propres enfants? Difficile pour les enquêteurs de l'imaginer coupable. Pourtant, l'enquête va faire un bond spectaculaire. Grâce aux psychiatres qui l'ont prise en charge, la jeune femme est enfin apte à répondre aux questions des policiers. Et ses propos sonnent comme des aveux. Entre les lignes où on pouvait le deviner, où elle le faisait savoir. Je ne crois pas qu'elle ait détaillé ce passage à l'acte, qu'elle l'ait expliqué de manière intelligible. Elle n'est pas du tout dans le déni par rapport à ses responsabilités. Elle est dans la douleur, quoi, tout simplement. Un dernier événement va définitivement confirmer les soupçons des policiers. Au téléphone, les médecins leur apprennent que la fille de Catherine vient tout juste de sortir de la salle d'opération. Ses blessures au bras désormais soignées, l'adolescente de 14 ans parle. Et elle accuse. C'est sa mère qui a étranglé ses frères et sœurs et qui l'a poignardée. Elle était allongée sur son lit, la tête roulait sur l'oreiller et elle a, d'une façon très monocorde, raconté les événements. Et elle me dit « Ma maman n'était plus maman. C'était pas ma mère. C'était plus elle. » J'ai essayé de la raisonner, je lui ai dit « Mais maman, je t'en prie, tu sais, on t'aidera, t'inquiète pas, on va t'aider, ça ira bien. » Et puis elle ne m'entendait pas. On ne pouvait pas la raisonner, c'était une autre, elle était ailleurs, c'était pas elle. Donc la mère de famille est mise en examen naturellement pour assassinat et tentative d'assassinat. Ce qui laisse à penser qu'il y a eu préméditation et que donc elle avait préparé son passage à l'acte. Mais les enquêteurs vont aussi apprendre ce qu'ils n'ont jamais soupçonné. Après le drame, Catherine a également tenté de se suicider. Voilà pourquoi la pièce où les pompiers l'ont découverte était remplie de fumée. La mère de famille a manifestement allumé un feu dans la cheminée au petit matin, qu'elle a entravé la trappe, manifestement pour intoxiquer, pour se suicider. Donc cette femme a été hospitalisée d'office, mais placée en détention. C'est-à-dire qu'elle était dans un hôpital spécialisé où il y avait une prise en charge médicale permanente. Mais une question demeure. Comment une mère de famille aimante peut-elle commettre des actes aussi barbares sur ses enfants? Les médecins vont alors tenter de savoir si son état psychologique pourrait expliquer son geste. L'enquête se poursuivait pour définir si elle était en pleine possession de ses moyens, si pénalement était responsable de ses actes ou pas. Donc il y a eu des expertises psychiatriques qui ont eu lieu. Pour autant, on s'acheminait vers un procès. Ce que diagnostiquent les psychiatres est pourtant tout simplement incroyable. Si Catherine a voulu tuer ses enfants, c'est pour les protéger. Un acte délibéré qui ne pouvait se conclure que par sa propre mort. C'est ce que les médecins appellent un suicide altruiste. Émile Durkheim, l'un des fondateurs de la sociologie, est le premier à parler de suicide altruiste. C'est en 1897, dans un ouvrage appelé Le suicide, qu'il en définit le concept.
Paul Bensoussan, psychiatre expert national, connaît bien les symptômes de cette dépression aux conséquences tragiques. Le meilleur exemple de suicide altruiste, c'est l'exemple d'une mère et de ses enfants. On les suit, on les tue, parce qu'il est impensable de les abandonner. Soit parce qu'ils vont rester seuls au monde, pour une mère et ses enfants par exemple, soit au contraire parce qu'on veut les soustraire à un enfer. La vie est tellement dure, pense le déprimé délirant, tellement infernale, cette souffrance est tellement inexpiable, sans fin, qu'on veut y soustraire ce qu'on aime. Donc une mère qui emmène ses enfants avec elle dans la mort est souvent décrite, postérieurement à sa mort, comme une mère aimante. L'exact portrait de Catherine. Mais alors pourquoi la jeune femme n'a-t-elle pas mis fin à ses jours? En réalité, en s'asphyxiant avec un feu de cheminée, elle a essayé, mais sans succès. Il y a beaucoup d'états en psychiatrie qui donnent ce qu'on appelle une force pathologique. Imaginez une mère aimante qui voit la peur et la souffrance dans le regard de son enfant, qui continue, qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait elle-même, elle est dans un état second, quasi hypnotique, avec une force pathologique, une détermination pathologique, une mobilisation extraordinaire d'énergie. Si cette énergie retombe brutalement après l'acte, le courage, la force pour passer à l'acte sur soi-même peut manquer. À la lueur de ces informations, les enquêteurs peuvent reconstituer tout le drame. Ils savent enfin ce qui a poussé Catherine à tuer ses enfants dans la nuit du vendredi au samedi 13 septembre 2008. À 4 heures du matin, ma fille est allée dans la chambre de sa... C'est ce qu'elle a raconté. Est allée dans la chambre de sa petite fille de 10 ans. Et puis, elle l'a étranglée, paraît-il, avec des lacets. Un geste que Catherine répétera sur son petit garçon âgé de 10 ans. Et puis quand ça a été fini, ma fille est allée dans la chambre d'à côté de ma petite fille de 14 ans. Et elle m'a raconté, ça c'est de vive voix que je l'ai su, que ma fille s'est assise par terre en lui tournant le dos et vers le mur. Pendant une vingtaine de minutes, sans rien dire. Et au bout de 20 minutes, elle s'est retournée et elle a attaqué ma petite fille à coups de couteau. Dans un état second, Catherine poignarde à plusieurs reprises sa fille aînée, la blessant grièvement au bras. Mais la jeune adolescente trouve la force de se défendre et parvient à raisonner sa mère et à stopper sa folie meurtrière. Espérant se suicider, Catherine se rend ensuite dans son salon pour allumer un feu de cheminée. Mais une fois encore, c'est sans compter sur le courage de sa fille de 14 ans qui appelle les secours. Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent et découvrent la scène d'horreur. 6 mois plus tard, Catherine est toujours internée en service psychiatrique dans l'attente de son procès. Mais celui-ci n'aura jamais lieu. Le mercredi 25 mars 2009, elle décide de s'échapper de l'hôpital pour aller voir sa mère, Marie-Madeleine. Le ciel me tombe sur la tête, littéralement. Je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Bon, monte. Elle vient, et je la trouve toute bien, toute tranquille. Catherine explique à sa mère qu'elle souhaite passer un petit moment auprès d'elle. Une fois entrée, elle lui tend un paquet de lettres écrites durant son hospitalisation. Elles contiennent l'explication de son geste. Catherine lui demande de les lire avant de la ramener à l'hôpital. Alors je commence à lire et puis silence. Tout d'un coup, vous savez, vous avez une intuition. Je regarde à côté de moi, plus de filles. Je bondis dans le couloir, noir. Je bondis dans les toilettes, noir. Alors j'ai compris. Et moi, j'ai eu l'intuition. Et j'ai hurlé son nom. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le choc. Catherine vient de du 11e étage. Sa mère la retrouvera morte, baignant dans une flaque de sang. Ce jour-là, elle vient de poser le dernier acte de son suicide altruiste. Un geste qui la soustrait définitivement à son procès. Elle encourait la prison à perpétuité.
L'affaire s'éteint elle-même avec la disparition de cette mère de 46 ans. C'est vraiment un drame personnel, cette mère qui est chroniquement dépressive, qui n'arrive pas à surmonter cette dépression et qui supprime ses enfants parce que la vie est trop dure et que elle, si elle n'arrive pas à l'affronter, elle ne voit pas comment ses enfants pourraient le faire. Il est aujourd'hui difficile d'évaluer le nombre de d'altruistes. Depuis le classement de l'affaire, l'adolescente rescapée de l'acte de folie de sa mère vit à Paris. Elle n'a pas souhaité nous rencontrer. Cette jeune lycéenne a aujourd'hui 18 ans et elle ne s'est jamais remise de ce drame.